Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos petits écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie, pour saluer l'intellection. Délivrez-vous pour faire la promotion de la lecture. Oui, nous croyons durement, fermement que la lecture peut sauver le monde, que la lecture est un moyen sûr de nourrir vos intelligences et de construire conséquemment une sphère commune de citoyenneté. Oui, c'est par les livres que nous pouvons, pour reprendre le professeur Maniga, basculer ce pays dans la modernité. Et aujourd'hui, je reçois un lecteur provocateur. Ça va chauffer, ça promet. Vous allez être surpris et choqués. Mais respirez, ouvrons l'émission avec la rubrique Temps Poème. Véritable boîte noire des imaginaires. La revue Intranquillité, une revue littéraire et artistique créée par Pascal Monet et James Noël. Je vais vous lire à la page 70 une lettre à Eilan de Ananda Devi. Ananda Devi, voici une écrivaine que je vous recommande. C'est une invitée que j'ai reçue à l'émission que j'anime sur RFI, Causez Kilti. J'étais dans l'émotion la plus complète, la plus aboutie pour constater que j'interviewais mon écrivaine préférée, Ananda Devi, que je vous invite à découvrir. Lisez d'elle, Ève de ses décombres. Vous allez être ému, transporté. Chaque phrase d'Ananda Devi est une bombe H. Une bombe H, c'est-à-dire 5 fois plus puissante qu'une bombe atomique qui a détruit Hiroshima et Nagasaki. Il faut lire Ananda Devi en toute urgence. L'oubli, enfant, est le crime de notre siècle. L'oubli et non l'indifférence. Nous avons la vive et éphémère compassion de cendres tièdes. Nous sommes des girouettes tournant dans le sens des catastrophes. Si vite, si facilement, changeant de nord, boussole détraquée sous les assauts magnétiques, médiatiques, électriques des orages de notre temps. La mémoire courte, si courte que ton image. Enfant qui nous a tant touchés, tant bouleversés, tant révoltés. Ton image d'enfant sage, rouge et bleu, bras droit le long du corps. Petite tête ronde tournée sur le côté, comme déposée là doucement par la mer, pour ne pas davantage heurter ta petite vie massacrée. Ton image déjà s'efface. Le vent souffle sur ce bout de plage. Le ciel est gris sous le regard des soldats. Loin, là-bas, d'autres enfants comme toi frissonnent de ne pas voir la terre. Loin, là-bas, des corps ballonnés s'enfoncent dans une eau noire. Loin, là-bas, les voix se perdent dans la surdité du monde. Et ici, où tu étais, ici, d'où tu disparais, d'autres enfants construisent des châteaux de sable. Mesdames et messieurs, quelle écriture, quelle puissance du verbe, quelle qualité syntaxique, quelle hégémonie stylistique. Je vous invite à découvrir avec passion Ananda Devi et également la revue Intranquillité, cette boîte noire des imaginaires. Merci à James Noël, merci à Pascal Monet et à tous les contributeurs qui ont mis debout cette revue qui fait la promotion de la culture et de l'intelligence. Je vais vous laisser respirer, j'ai une surprise pour vous. Je vais vous présenter la pierre
sur laquelle l'intelligence va construire son temple. Cette pierre s'appelle Carl Henry. Il est tout jeune, il est tout fougueux, il a toute l'énergie du monde dans sa manière d'être. Oui, c'est un ami. Et alors, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Il faut, dit-on, toujours dans la vie une première fois. Les habitudes commencent toujours par ce moment-là où il faut entamer le premier mouvement, faire le premier geste, installer la première incohérence, le premier vice de forme. Je reçois Carl Henry Pierre. En 4 ans d'émission, carrément, l'émission va vers ses 4 ans. Je demande toujours à mes invités de ramener des livres qui sont très importants pour eux, des livres qu'ils souhaitent partager avec vous, téléspectateurs. Jamais un invité n'a ramené sur ce plateau autant de livres. C'est du jamais vu dans l'histoire de cette émission. Mesdames et messieurs, j'ai à mes pieds. J'ai à mes pieds. Voilà. Cette grande mallette de texte avec Rimbaud, avec Francis Ponge, avec Bonjour voisine, avec, il a même ma pièce de théâtre préférée. J'ai 20 ans quand je tombe sur la cantatrice chauve. Voici une lecture vivement recommandée. Carl Henry, bonjour monsieur l'extravagant. Bonjour Angelo. Je vois qu'il y a beaucoup de poésie. Comme par hasard, Rimbaud, là comme ça, comme un caillot de sang à ma gorge, aurait dit Anthony Phelps. Qu'est-ce que c'est que la poésie, Carl Henry Pierre? La poésie, c'est ce qui m'attire en fait. Autant le dire tout de suite, j'ai toujours associé poésie et vérité. Poésie est transport, poésie est profondeur. Et pour moi, il n'y a pas de platitude dans un poème. Il n'y a pas de mensonge également dans un poème. En fait, parfois, un poème peut avoir l'apparence dans un poème, il peut y avoir une certaine, je dirais, platitude apparente, mais quand on s'approche beaucoup plus du texte, on se rend compte que le poème a quelques profondeurs. En fait, j'ai toujours l'impression que la poésie, qu'elle soit faite de mots ou quelque chose d'autre, contient des poches, des trous. Quand on dit, en fait, si on entre dans ces trous-là, ces trous béants, ça s'ouvre sur quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est l'enfer ou c'est le paradis. C'est l'antichambre de quelque chose d'autre qui témoigne une certaine profondeur. Est-ce que ça ouvre des fois le champ des possibles sur l'absurde? Parce qu'un poème paraît être un objet d'une grande absurdité, non? Non. Pour moi, il n'y a pas d'absurde possible. En fait, il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait une forme d'absurdité dans la poésie. Pour moi, tous les poèmes sont vrais. Et tous les poèmes témoignent une certaine vérité et profondeur. À mon avis, ce qui serait contraire en tout cas de l'absurdité. Et quand tu dis vrai, que la poésie serait un témoignage de vérité, nous sommes là dans une vérité de l'être, une vérité de ce que peut le monde, de ce que le monde doit devenir. De quelle nature est faite cette vérité poétique? En fait, à mon avis,
une fois le poème te transporte, une fois que le poème te transcende, il y a une relation qui est établie entre le lecteur et le texte. Et du coup, nous sommes inséparables, nous sommes amoureux. Donc pour moi, c'est une forme de vérité. Et voilà. J'aime beaucoup ce rapport d'amour que tu établis entre le lecteur et le poème. Mais ta mallette de livres est devant moi. Et peux-tu faire une déclaration d'amour à l'un des textes qui est juste là? Peux-tu commencer à fouiller et partager avec moi un poème? Voilà. Et je commence par un extrait du roman Testament des solitudes des prophètes. Mais ça, c'est intéressant. Hein? Tu prends un roman et tu le vis comme un roman. Alors, comme un poème, tu le partages comme un poème. Oui, parce que pour moi, la poésie, c'est pas ces formes fixes qu'on connaît, ces formes traditionnelles. La poésie se trouve quelque part d'autre dans les textes de longue haleine. Ça me fait penser à Aleba Bankou, dans Congo, suivi de lettres à ceux qui tuent la poésie, il en parle. Pour lui, il n'y a pas plus poète que les romanciers. Jacques Alexis est poète. Quand on lit La petite corruption de Yannick Laens, on sent qu'elle est poète. Et quand j'avais lu ce texte de mes prophètes, j'ai toujours vu en elle, l'auteur en fait, un poète, que ce soit dans ses textes poétiques en tant que tel, que ce soit en tout cas dans ses romans. Et ce que témoigne l'extrait que je vais lire en fait. Écoute, partage, comme on dit. Balance, Calandre Pierre. Voilà. Le parfum des miroirs me suit. Je n'appartiens à rien. Constat de désastre. Je ne peux pas aller loin avec mes morts et mon histoire en miettes. Je voudrais que le mot n'ait pas de sens, mais dites-moi ce que ce n'est que de la poésie. J'entends très fort l'appel de ma ville. 30 ans que l'on vit les mêmes désespoirs, accrochés l'une à l'autre, nous éreintants à faire des matins et des soirs pour nous vieillir. J'aime encore ces airs de nulle part et tout ce trésor de désuétude que nous avons ensemble. J'écoute le sanglot des miroirs qui ont 1000 fois renvoyé leur reflet sur le lit sans destin. Je devine les empreintes des passants et des poètes qui ont fermé cette porte qui gémit parfois en s'ouvrant sur le petit jour et qui ne tient jamais sa promesse. J'ai fait le tour de l'image et marché dans le même sens que la brise. Et cet après-midi, j'ai foi sur cette chaise d'aéroport. Ma solitude fait des vagues dont les écumes mouillent mes pieds, mes mains et mes yeux. Le rire des miroirs a cassé 30 ans de vie, jeté dans les abysses toutes les plaintes déguisées en bonheur. Le temps et les autres ont donné des titres à ces gestes sans prétention, sinon celle de nous mettre dos à dos parce qu'on aura raté le premier baiser et le dernier mot d'amour. Comme un voyageur rate son avion, attend et prend un autre parce qu'il faut partir, qu'il faut bien partir, qu'il faut bien rentrer quelque part, rentrer au pays, regagner ses quartiers, ses habitudes, comme les habits complices qui donnent l'impression d'une seconde peau. Je serai toujours habité par ces lieux d'autrefois, ce sentiment d'inachevé depuis mon départ raté de l'enfance. Aucun de nous n'avait de mémoire ni de passé. Nous habitions un quartier qui exhalait une odeur de vie et d'immédiat, presque convaincant. Nous sommes passés toutes sans laisser de traces. Nous n'avons jamais eu d'orgueil. Toutes les heures étaient pareilles et nous omettions nos sens pour recevoir toutes les sensations qui passaient. On pouvait même suivre des traces de fumée. L'après-midi était le moment des grands feux. On brûlait la misère et tout le monde disparaissait derrière des rideaux transparents. On pouvait même se croire heureux. Pour moi, il n'y a pas plus poésie que cet extrait. Parce que, à mon avis, la poésie n'est pas toujours faite de mots. En fait, la poésie peut avoir d'autres matières, d'autres formes, en fait. Et pour moi, cet extrait, c'est la poésie pure.
Non, la poésie peut, à ce moment-là, un peu comme une petite impérialiste du style, elle peut infiltrer, elle peut envahir d'autres genres littéraires qui se donnent des allures de genre. Bien sûr, en fait, beaucoup d'écrivains le font, qui d'abord étaient poètes. Certains disent que la poésie, c'est une porte ouverte sur le roman, et d'autres disent que le roman, c'est une porte ouverte sur la poésie. Donc, on ne sait pas. En fait, la poésie et le roman, il n'y a pas de... Il y a toujours un lieu où, en tout cas, Ouais. ils se rencontrent, ils prennent un café, voilà. La frontière est poreuse. La Nous frontière sommes est mince. toujours dans ta mallette de livres. Et là, je tombe sur Gérard de Nerval. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie, Gérard de Nerval? Quelle histoire d'amour vous lie? En fait, Gérard de Nerval, c'était en 2013 ou 2014. J'avais écrit un article au Nouvelliste qui avait pour titre Dominique Batraville prend langue avec Gérard de Nerval, où j'avais fait une comparaison entre Aurélia de Nerval et l'ange de charbon de Dominique Batraville. J'ai trouvé une similitude assez patente entre les textes. Et Nerval, c'est un martyr. C'est un martyr, c'est quelqu'un qui vous dit que le rêve est une seconde vie, etc. etc. C'est un univers qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Là, je tombe comme par hasard sur sa chanson gothique. Il dit « Belle épousée, j'aime tes pleurs. C'est la rosée qui sciait aux fleurs. Les belles choses n'ont qu'un printemps. Ce monde est rose, les pas du temps. Soit brune ou blonde. Faut-il choisir? Le Dieu du monde, c'est le plaisir. » Mais qu'est-ce qu'on pourrait mieux dire, hein? Pour les gens qui aiment le plaisir, pour les petits jeunes qui aiment s'amuser, qui aiment faire la fête. Voici un poète qui vous dit exactement le Dieu du monde, c'est le plaisir. En fait, je me dis que il pourrait dire comme dans la Bible, au commencement était le plaisir. Je te laisse partager un poème de Nerval qui t'a particulièrement plu et que tu voudrais mettre dans le domaine public, mettre sur tous les écrans de la télévision Caraïbe qui vous propose des livres. Et vous, vas-y, Calan Pierre. Les papillons. Le papillon, fleur sans tige qui voltige, que l'on cueille en un réseau, de la nature infinie, harmonie entre la plante et l'oiseau. Quand revient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul, je m'étends dans la grande herbe, perdu dans ce vert linceul. Sur ma tête renversée, là, chacun d'eux à son tour passe comme une pensée de poésie ou d'amour. Voici le papillon faune, noir et jaune. Voici le Mars azuré, agitant des étincelles sur ses ailes de velours riche et moiré. Voici le Vulcain rapide, feu. Ouais. On a le référent comme... Qui vole comme un oiseau. Son aile noire et splendide porte un grand ruban ponceau. Dieu, le souffré de l'espace, comme un éclair à reluit. Mais le joyeux nacré page, et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent, et sa robe bigarrée est dorée d'un or verdâtre et changeant. Voici le macaron zèbre, deux fauves de noir rayés, le deuil en habit funèbre. C'est un poème assez long, mais c'est très beau. Oui, mais je me rends compte, je sens une vibration profonde, je sens un investissement total de Gérard de Nerval. On sent qu'il est présent à chaque détour de phrase, à chaque carrefour. Oui, et puis il te dit à la fin, malheur, papillon que j'aime, doux emblème, à vous pour votre beauté, un doigt de votre corsage au passage froisse, hélas, de velouté. Une toute jeune fille, au cœur tendre, aux doux souris, perçant vos cœurs d'une aiguille, vous contemple, l'air surpris, et vos pattes sont coupées par l'ongle blanc qu'il est mort, et vos antennes crispées dans les douleurs de la mort.
Ouais. C'était un martyr. Il parle tout le temps de la mort. Il parle Ouais, il est tout le temps perdu dans des mondes, rêveries, dans des voilà, mondes parallèles. Et peut-être que c'est ce travail-là que fait un poète. Peut-être qu'un poète, c'est quelqu'un qui vit dans un monde parallèle, compte tenu de son rapport avec la langue. Monde parallèle, ça me fait penser à Rimbaud, qui dit que le poète doit être voyant. Ouais. Doit être voyant. Et Rimbaud qui est dans ta mallette. Et je tombe sur ce poème de Rimbaud, première soirée, mesdames et messieurs. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets, aux vitres, jetaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, mi-nue, elle joignait les mains sur le plancher frissonnant d'aise, ses petits pieds si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonné dans son sourire, et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en clair-tri, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir? La première audace permise, le rire freignait de punir. Pauvret palpitant sous ma lèvre, je baisai doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai 2 mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fait rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, mais malinement, tout près, tout près. Tu vois, le tout près, ça crée toute la puissance de la phrase. Ouais. Comme quoi, des fois, la réussite du poème ne tient qu'à une virgule. Bien sûr. En fait, quand tu parles de rire tout à l'heure, j'ai pensé à un poète latin qui a dit que, enfin, en parlant des vagues, il dit le rire, les rires innombrables de la mer. Ouais, le rire innombrable de la mer. J'ai beaucoup aimé. En fait, l'un des poèmes de Rimbaud qui m'a beaucoup marqué, c'est un poème que j'aimais dire quand j'avais 17 ans. Et à cette époque-là, je n'avais pas compris le sens du poème. Roman. Ok. Quand il venait, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Je croyais qu'il voulait dire à 17 ans, tout est permis. Quand j'ai 2 copines, mes amis me disent qu'Alain, tu ne peux pas avoir 2 copines. Je leur dis, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais c'est en grandissant que j'allais comprendre la profondeur du poème. Comme quoi, à 17 ans, on est fou, on est amoureux, on est fougueux, on est faible face à l'amour. Et je vais vous lire ce poème. Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, font des bords ou de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tieux verts de la promenade. Les tieux sentent bon dans les bons soirs de juin. Le repas froid si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de buis, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser. La sève est du champagne et vous monte à la tête. On divague. On sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faucon effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte, et de mouvements vifs. Sur vos lèvres alors meurent des cavatines. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir, à daigner vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez au café éclatant. Vous demandez des bords ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et quand on a des tieux verts sur la promenade.
la fille vous écrit quelque chose, vous êtes content, vous allez au bar, vous demandez de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Comme quoi, à 17 ans, on est faible face à l'amour. Peut-être qu'à 27 ans, on devient sérieux en fait. Cher, je peux en témoigner pour avoir moi-même 27 ans. Je pense qu'on n'est pas sérieux à 17 ans et à 27 ans, on l'est encore moins. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. J'ai une mallette de livres à mes pieds. Wendy et Fekir, ils sont là, ils sont chauds. C'est Délivrez-vous qui va faire palpiter de la lecture sur vos écrans. Mais, mesdames et messieurs, de l'oxygène, il vous en faut aussi. Allez-y, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La meilleure façon d'être embarrassé, c'est d'être embarrassé de livres. Canary me donne une idée pour le décor, le prochain décor Délivrez-vous. Peut-être qu'il faut que des livres soient partout sur le parquet de cette émission. Peut-être qu'il faut être habité de livres, qu'il faut être envahi, assailli par des livres. Un plateau compulsif. Un plateau compulsif. Il faut que les livres deviennent des attentats à l'inculture. Voilà ce que nous allons faire. La lecture comme attentat à l'inculture, à l'indécence et à la médiocrité. Les livres aussi comme carrément attentat à la pudeur. La mallette, elle est toujours à mes pieds. Je vois beaucoup d'auteurs. Je vois Welbeck qui va venir. Et puis je vois Jean-René Jérôme. Je suis fort surpris. Jean-René Jérôme, à la base, monsieur est peintre, non? Oui. Oui, il est peintre, céramiste, et il a eu beaucoup de talent. Ce garçon de petit quoi, il faut le préciser. Mais il est poète, Jean-René Jérôme. Il est poète. Quand, par exemple, j'ai vu pour la première fois une toile de Jean-René Jérôme, la célébration du corps, dans une revue Bouture, je crois, j'ai été choqué par la poésie de la toile. À un moment où j'étais mordu de la poésie en tant que forme, en tant que genre. Alors, ce que j'ai toujours ressenti dans la célébration du corps, un poème. J'ai toujours vu en cette toile un poème. Et pour moi, cette toile, qui est un poème... Attends, la toile, pour toi, est un poème. Est un poème, bien sûr, en fait. Peux-tu présenter aux téléspectateurs cette toile que tu vis comme un poème? En fait, la célébration du corps, Jean-René Jérôme, voilà. Au fait, il faut tu ne veux pas le plier ton livre, au fait. Tu ne veux pas le plier ton livre. Voilà. C'est pour que les gens mettent l'emphase sur cette toile-là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa démarche esthétique? Qu'est-ce qu'il y a dans le déploiement du pinceau qui fait de cette toile un poème? Voilà. C'est que j'ai fait l'expérience esthétique de cette toile de façon particulière. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, ces corps entrelacés, est-ce un garçon ou une fille? Est-ce des androgynes? Voilà. On ne sait pas, en fait. On voudrait dire on pourrait dire que c'est un corps masculin, un corps féminin, mais on ne sait pas. On se dit pourquoi l'artiste a décidé de peindre ceci et non cela. Ouais. Donc c'est la dimension, je dirais, épistémologique de la chose. Après, on se questionne sur l'existence de la toile en tant qu'être.
J'ai l'impression que ces corps existent indépendamment du peintre. Et à un moment donné, on peut apercevoir deux corps entrelacés dans les rues de Port-au-Prince. Ouais. En fait, et pour moi, cette toile a une valeur esthétique, pour moi particulière. J'ai toujours vu en elle un poème, parce que pour moi, la poésie, dès le départ, n'est pas toujours faite de mots. Ça peut être de acrylique sur amazonite, en fait. Oui, parce qu'au fait, ce qu'il y a d'intéressant et avec cette célébration du corps, c'est le côté fuyant des corps et leur côté non abouti et leur côté imperceptible. On a comme l'impression que ces deux corps entrelacés sont en train de laisser le champ du regard. Ils veulent aller exister ailleurs. Tu vois, ils s'enfuient, ils partent, ils veulent laisser le cadre pour aller exister au-delà de notre regard de regardeur. C'est ça qui crée en effet le poème réussi. C'est peut-être le poème, c'est peut-être la toile qui peut se réaliser sans nous. C'est magnanime, je trouve, comme coup de pinceau. Donc voici donc cette toile de Jean-René Gérôme que nous vous invitons à découvrir comme peintre. Mais qu'est-ce qu'une œuvre d'art réussie? Qu'est-ce qu'une peinture talentueuse? Sinon, un coup de poing de la poésie. Oui, en fait, et quand je dis que c'est un poème, ça aurait pu être Déjeuner sur l'herbe de Manet, oui. Ça aurait pu être L'origine du monde de Courbet, ouais. Et ça aurait pu être aussi La mort. De Sardanapale. Bien sûr, en fait, tu connais la mort. La mort de Sardanapale, Canary Pierre, c'est la première œuvre d'art que j'ai vue dans ma vie. J'avais 3 ans et sur le lit à la maison, mon oncle Rodrigue Joseph, que je salue, avait cette toile, La mort de Sardanapale. Et quand j'ai été au Louvre à Paris, c'est la première toile que j'ai été regarder pour revivre mon enfance. En fait, je ne sais pas si on a le même regard sur la toile. Selon toi, qu'est-ce que la mort... C'est un crime odieux, c'est un crime terrible. C'est un roi qui est en train de partir, on est en train d'assiéger son palais, et il fait assassiner même ses chevaux. Ouais. Ses épouses les plus abouties. Moi, j'ai vu ces femmes s'enfuir, j'ai vu ces femmes pleurer sur la toile. J'ai senti leur vibration. Je me suis dit, ça, c'est une œuvre d'art. Mais voilà, justement, c'est ce côté-là pour moi qui témoigne de la poésie. Pour moi, il y a une poésie dans l'acte du roi. Et ça me fait penser à l'art d'Espinareza, ou au Serge, qui est dermatologue, qui est intéressé par l'art, acheter une toile blanche. Une toile blanche, voilà. Et son ami Marc qui critique la toile, et Yvan, leur ami, qui ne sait pas choisir son camp. Et Marc, en critiquant le choix de Serge et une toile blanche, 200 000 francs, 20 briques, il a dit: j'ai trouvé dans l'acte de Serge une poésie. Enfin, il l'a dit ironiquement. J'ai trouvé même une poésie dans l'acte de Serge. Et j'ai trouvé une poésie dans l'acte du roi. Comment une idée peut-elle surgir dans la tête d'un roi, de quelqu'un qui fait assassiner ses épouses à ses pieds pour ne pas que ses envahisseurs aient droit à ça? Ouais. Pour moi, cette profondeur-là, pour moi, c'est ça, le côté poétique. C'est une toile que je vous invite tous à regarder, parce que le conseil qu'on a à pouvoir délivrer, vous, soyez ouverts à toutes les formes d'expression artistique. L'histoire de l'art, ça doit vous parler. Cultivez-vous, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Que vous soyez comptable, que vous soyez musicien, que vous soyez cinéaste, que vous soyez ingénieur ou médecin, que vous soyez commerçant, intéressez-vous à l'histoire de l'art. La mort de Sardanapale, c'est une toile qu'il faut absolument voir dans sa vie. C'est disponible sur Internet. Maintenant, avec Internet, on a accès à tout. Bon, WhatsApp pollue la toile, mais on fait comme on peut. J'ai d'autres poèmes, en fait. Oui, j'ai toujours ta mallette devant moi. Mais tu as un poème particulier, là. Hein? Tu as un livre de poèmes qui a pour titre Nouveau Testament. Nouveau Testament, Psaume. C'est un recueil de poèmes très ancien. C'est un recueil de poèmes qui a fait son temps. Et c'est un recueil de poèmes qui a beaucoup de lecteurs. Hein. Bien sûr. Et il est très charmant, je trouve.
c'est quand même puissant, hein, comme élan poétique, comme écriture. Lui, second le traducteur officiel de la Bible, quel talentueux, quel sens de la poésie. En fait, Dis-nous quel passage tu souhaites partager avec nous si on prend- dans ce recueil de poèmes si on prend qui par- s'appelle Nouveau Testament, Voilà. Somme. Si on prend par exemple l'Apocalypse 20, chapitre 1, Apocalypse 20, chapitre 1, chapitre 1. puis je vis descendre du ciel un ange J'ai vu ça aussi, j'ai lu l'Apocalypse. Tu vas continuer. qui avait la désolé. clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et si on prend le chapitre 1, en fait, le verset 1, chapitre 1, Uh-huh. puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Mais c'est magnifique, la mer N'était n'était plus. plus. Tu vois, si il avait écrit la mer n'était plus là, ce ne serait pas poétique. La phrase serait lourde. La Voilà. phrase aurait manqué d'économie poétique. Mais dire la mer n'était plus, il y a un principe d'économie, il y a, si tu veux, une litote qui fait toute la puissance de ce vers. Voilà. En fait, Non, il dit- mais- en fait, c'est que l'Apocalypse, c'est une partie de la Bible qui fait peur aux gens. C'est la fin des temps, c'est le dévoilement de la fin des temps. Pourquoi ce dévoilement est dit si poétiquement? Oui. Peut-être que la fin du monde serait peut-être la fin du poème. Le monde va peut-être disparaître le jour où la poésie disparaîtra. En fait, peut-être que la fin du monde serait magnanime, poétique. Peut-être que la fin du monde sera à la mesure du monde. Non, j'aime bien Ouais. parce que le monde est Le monde vaste. est... Et qu'est-ce qu'on a fait de choses sur la planète, hein? Les hommes ont quand même beaucoup d'applications derrière eux. S'il faut que ce monde-là ait une fin, il faut bien... Et justement, cette fin du monde, elle est fastueuse. Voilà, c'est des- comme une fête chez Gatsby le Magnifique, ce roman de Joseph Scott Oui, Fitzgerald. comme les Marvel, Mhm. et voilà. Comme quoi les bêtes avec 7 têtes. Ouais. Il y a... Non, mais quand même, c'est une fin assez sublime, Ouais. en fait. Permets-moi de revoir, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai pas vu ce poème. Après, il dit, à un moment, et il saisit l'Apocalypse chapitre 20. Puis, alors ça c'est le chapitre 1, le verset 1, c'est le verset qu'on dit. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais c'est bien écrit, hein? Non, mais en fait, j'ai trouvé la référence à Satan est très bien. Parce que nous ne sommes pas tous des apôtres de Dieu. Il y a des adeptes Oui. de Satan aussi. Oui. Si on prend... Il y a des temples pour Satan. Voilà, hein. si on prend par exemple la chanson de Léo Ferré, Mhm. Thank You Satan. Thank you, Satan, ouais, que j'adore Donc, beaucoup. Ouais. il vous dit que tout ce qui est dans le monde a été fait par Satan. Le vin, c'est Satan. et autre chose. Et si on prend par exemple le poème de Baudelaire, ô toi le plus savant, le plus haut des anges, Dieu trahi par le sort, éprouvé de louange, ô Satan, aie pitié de ma longue misère. En fait, comme quoi, Satan, c'est le Dieu opposant de Dieu. Parce que si on dit Satan, c'est l'opposé de Dieu. C'est son vis-à-vis, c'est Voilà, son voilà. ennemi. Donc Satan, Donc, c'est le Dieu opposant. Donc si Dieu serait le PHTK, Satan serait la passerelle. Parce que Satan, c'est le Dieu opposant, en fait. Satan est Dieu aussi. C'est un Dieu, absolument, avec beaucoup de pouvoir. C'est pour ça que les gens sont très apeurés dès qu'ils entendent Satan. Après, un poème que j'ai beaucoup adoré dans la Bible, c'est le Psaume 23. C'est magnifique, hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Y a-t-il plus poétique que ça? Non, c'est... Moi, j'ai beaucoup adoré quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Mais D'Angelo, et si c'était vrai ce que dit la Bible? En fait, ça me fait penser à une chanson de Jacques Brel, dites si c'était vrai. Ouais. Quand Jacques Brel dit si c'était vrai qu'il était né à Bethléem, si c'était vrai ce que disent les enfants quand ils vont dormir, notre Père qui est aux cieux, en fait, c'est comme quoi dans la croyance aussi, il y a un côté assez poétique de la croyance. C'est que les gens qui croient sont moins dépressifs, sont moins alcooliques que les autres. Pour moi, il y a plus de solitude dans la non-croyance. Il y a plus de peur de la non-croyance et il y a plus de désordre dans la non-croyance. Parce que les croyants sont en paix avec eux-mêmes. Ils ont foi en un certain avenir. Alors que quand on n'est pas croyant, Dieu est loin d'un alcool, comme a dit Duras. Donc, comme Dieu n'existe pas, il est noyé dans l'alcool, voilà. Donc, pour moi, si le monde était croyant, il y aurait moins de dépression. Parce que nous sommes presque tous dépressifs, en fait. On va en revenir, hein. Sommes-nous tous dépressifs? C'est un excellent débat qui oppose les croyants aux non-croyants. Ça fait quelque temps qu'on en parle sur le plateau Délivrez-vous. Mesdames et messieurs, je reçois Karl-Henri Pierre et sa mallette qui contient des écrivains comme Albert Cohen qui vont venir, des écrivains comme Michel Houellebecq qui vont venir, des écrivains comme Alessandro Baricco qui vont venir. Je suis envahi, encombré d'intelligence. Et c'est la meilleure façon d'être encombré. Vous êtes sur la télévision Caraïbe, vous suivez des livres et vous, j'aime beaucoup vous voir respirer. C'est magnifique. Allez-y, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Vous allez le constater, il y a de moins en moins de livres dans la mallette de Karl-Henri. Il y a de plus en plus de livres sur moi, sur mes cuisses, autour de moi. Déjà que mes chaises sont des bibliothèques ambulantes, des bibliothèques qui marchent. Et c'est dommage, hein. Et je maudis celui qui a inventé le temps. Si ce n'est ce monsieur, on aurait toute la vie pour partager nos passions et nos plaisirs de littérature, nos plaisirs de texte. J'ai sur mes cuisses la fameuse revue Legs et littérature, une revue tenue par des éditeurs haïtiens qui ont la fameuse maison d'édition Legs, Jolemson, Petit Frère et toute sa bande. Et Karl-Henri, il faut le dire, il est lecteur, mais il travaille aussi comme chroniqueur littéraire, comme journaliste culturel. Dans Legs et littérature, on a une excellente critique de Karl-Henri sur Hérodiane, un roman de Gary Victor que nous vous invitons également à découvrir. Hérodiane de Gary Victor. Et dans Legs et littérature, Karl-Henri a donc son article, les premiers mots de son article. Le sang et la mer, Hérodiane de Gary Victor est un récit érotique, mettant en scène les désirs amoureux, sensuels et sexuels entre des humains, des dieux, entre des dieux et des humains. Et nous avons aussi ce travail que Karl-Henri a fait dans la revue Toujours Legs et littérature, ce numéro qui est consacré à une poétique de la sexualité. Nous avons un travail fait par Karl-Henri, un travail critique sur Manhattan Blues, Jean-Claude Charles. Qui ne connaît pas Jean-Claude Charles? Qui ne connaît pas Ferdinand? Je suis à Paris. Et ce travail critique, on va l'analyser plus en profondeur.
Et la revue 360, qui est une très jeune revue, mais puissante, hein, avec Karine, avec Mehdi. Ils font un travail intéressant dans le milieu de la littérature et de la circulation des idées. Et là, Karl-Henri nous a fait un travail sur Laure Morali. Je vais faire un aveu public à la télévision. Je pense que Karl-Henri est secrètement amoureux de Laure Morali. Voilà, ça c'est dit, on appelle un coup bas. Sur la route des vents, avec quand même une préface de Yvan Lemaine, qui est le poète par excellence français en ce moment. Karl-Henri qui a fait un travail sur Laure Morali, une critique. Laure Morali et sa littérature nomade. Pour commencer, monsieur écrit, dans les années 1990, Laure Morali arpente le Nouveau Monde. Au cours de ses voyages dans les provinces du Québec est né le livre La Route des Vents, paru pour la première fois en 2002 aux éditions La Part, commune et réédité en 2015 dans une version revue, corrigée et augmentée. La Route des Vents est le livre des bêtes, des choses et des humains. C'est un ouvrage qui raconte les pérégrinations de l'auteur au Grand Nord, aux rives du Saint-Laurent, où elle s'est faite des amis dans la communauté des autochtones, les Inuits. C'est important de lire ces travaux de Karl-Henri et ces articles sont également disponibles au journal L'Union, où il travaille comme journaliste. Avant, il a bossé au journal Le National. Il a fait plusieurs articles au quotidien Le Nouvelliste. Et je vous l'avais dit, hein, ce pays est chargé de jeunes fougueux, remplis d'énergie, de jeunes positifs et qui produisent du sens qui est capable de, je reprends la formule de Maniga encore une fois, de basculer ce pays dans la modernité. Pourquoi, Karl-Henri, je me suis arrêté sur Manhattan Blues? C'est parce que ce roman, notre rapport a commencé par un désamour. Quand tout le monde me dit Manhattan Blues d'Angelo, Manhattan Blues, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais à la BMC en crise, j'ouvre Manhattan Blues et j'ai pas aimé. C'est le 3e livre qui m'a fait ce coup bas. Il faut reconnaître que Gouverneur de la Rosée m'a fait le même coup. Quand je suis en 9e année fondamentale, j'ouvre Gouverneur de la Rosée, je n'ai pas aimé. J'ai même détesté ces baillarondes. J'ai dû relire en réto. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Je n'avais pas de maturité comme lecteur. Dans Manhattan Blues, j'ai relu ce livre tout récemment à Montréal avec Audney Saint-Éloi. Et je me suis rendu compte que j'avais raté un virage. Qu'est-ce qui t'a plu à ce point dans Manhattan Blues? Ou du moins, pour être précis, quelle poétique de la sexualité as-tu trouvé dans Manhattan Blues? C'est le libertinage. Ouais. Parce que les personnages, Jenny, Ferdinand, Fran, par exemple, ils ont un rapport très particulier avec l'amour. Jenny, particulièrement, c'est une femme qui n'est jamais là. Elle fait l'amour tout le temps avec des mecs différents. Et Ferdinand, qui est amoureux de lui. Alors, amoureux d'elle, de Jenny. Oui, voilà, qui est amoureux d'elle. Est-ce que c'est un amour assez bizarre? Il l'aime alors qu'il ne fait rien pour la garder, en fait. Pour la garder. En fait, peut-être que Jenny, de son côté, on ne peut pas. En fait, elle n'est pas prenable. Enfin, elle est comme un papillon dans le vent. Et Ferdinand, qui est tombé en amour pour une autre femme, il vacille entre les deux. Pour moi, c'est un roman qui est intéressant sur le rapport que les gens peuvent avoir avec l'amour et ses possibilités. Est-ce pour toi un éloge de l'infidélité, Manhattan Blues? Est-ce que c'est un roman qui postule l'idée qu'il y a des êtres humains qui sont intenables? Il y a des êtres humains qu'on ne peut pas fixer dans un couple. Bon, en fait, quand vous parlez de fidélité, et comme ça me fait penser à plusieurs personnes. Ça me fait penser à Alain Badiou dans Éloge de l'amour, pour qui la fidélité, ce n'est pas le fait de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est le fait d'obéir à l'événement. Et en fait, c'est quoi l'événement? C'est le moment où on s'est rencontrés, où on est imprégné l'un de l'autre. Ça, c'est un événement.
à chaque fois qu'on dit je t'aime l'un à l'autre, on recrée l'événement. Et du coup, on est fidèle. Donc, pour Badiou, en tant qu'infidélité, c'est autre chose. Ouais. Mais en général, l'infidélité pour les gens, c'est le fait de coucher avec quelqu'un d'autre. Et là encore, ça pose problème, puisqu'il peut y avoir d'infidélité, je dirais fidèle en fait. Par exemple, une femme peut avoir plusieurs mecs et être fidèle tous ces mecs. à tous ces mecs. Ou un homme peut avoir plusieurs femmes Voilà. et être fidèle à toutes ces femmes. Mais comment peut-on être fidèle à plusieurs femmes? C'est une impossibilité, Karl-Henri, non? On ne laisse jamais tomber les femmes qu'on aime en fait. Donc, si on reste attaché à toutes les femmes qu'on aime, si une femme reste attachée à tous les hommes qu'elle aime, elle est pour toi une femme fidèle et l'homme est pour toi un homme fidèle. Oui, et en fait, ça, oui. Et surtout, ça me fait penser à des évolutions dans l'amour. Les polyamoureux, par exemple. Donc, on peut être dans une relation amoureuse avec plusieurs personnes et on est à fond. Ouais. Et on Donc, est à fond. Pour toi, du coup, l'infidélité serait lorsqu'on ne s'attache pas à l'être aimé, lorsqu'on fait souffrir l'être aimé par son absence, par sa négligence affective. Oui. Ouais, en effet. Mais dans le cas contraire, Wendy et Fekir qui filment cette émission, Alphonse qui réalise, ils peuvent avoir plusieurs femmes dès lors qu'ils sont attachés à toutes ces femmes. Je pense. Je vais lire un petit passage là dans ton article sur Manhattan Blues. Tu écris: Jean-Claude Charles est l'écrivain du rythme, un peu de la tension. Il a le sens de la formule et du ton. Il mélange d'un même pinceau le pathétique, le lyrique, le sublime, tout comme la vivacité des jours et des nuits, ce qui forme un ensemble cohérent. Il allie toutes les extrémités de la vie le long des pages: l'amour, les querelles, les refus, les abandons, la peur. Moi, j'ai beaucoup aimé que tu parles des extrémités de la vie et que tu mettes l'amour sur la même longueur de vibration que la peur. Est-ce que l'amour est une peur? Une peur de crever seul, dans son coin, sans personne pour prendre soin de nous? Est-ce que les amoureux sont des peureux? En fait, je pense immédiatement à Yvan dans l'art, Ouais. qui dit, j'ai un ami qui a le texte, qui a le texte YouTube. Enfin, on l'a quand Yasmina Reza a eu un prix pour Babylone, je crois, on a ôté sur YouTube la fameuse pièce. Et là, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Antoine Jean-Baptiste, qui l'a encore sur un support. Mais Jean-Antoine, il te fait ce coup-là, hein, il les garde. Hein. Il garde les archives. Hein. Vieux normalien supérieur, qui est un collaborateur ici, qui est un lecteur aussi, hein, Jean-Antoine. Oui, en fait, Yvan dit dans la pièce qu'il rentre chez lui seul, comme voilà, si ce n'est qu'un rat. Comme quoi, en fait, quand on n'a pas chez soi une femme, quand on n'est pas amoureux, on est comme un rat. On rentre chez soi tout seul comme un rat. Comme quoi, en fait, on a un besoin affectif. Et on a tout le temps un besoin affectif. Et ce besoin doit être comblé. Absolument. Bon, il y a des amoureux. Hein, mais je pense que c'est Aimé Sabinès qui a dit, on est toujours dans ta mallette, hein, c'est Aimé Sabinès qui a dit, les amoureux se taisent. Un poète mexicain que je vous invite à découvrir. Hein, les amoureux se taisent. L'amour est le silence le plus fin, le plus insignifiant, le plus insupportable. Tu as aussi Jean-Emmanuel Jacquet qui est passé il n'y a pas longtemps sur le plateau de Livrez-vous. Et ça, c'est son dernier livre. Trapèze. Trapèze. Oui. Est-ce que, là, comme ça, vite fait, tu peux nous lire un passage de Trapèze qui t'a plu? Oui. Il faut lire tous les écrivains, mesdames et messieurs. Les Russes, les Américains, les Anglais, les Australiens, les Japonais. Il faut lire partout. Déjà, l'une de mes écrivaines préférées, elle est japonaise, hein, avec cette fameuse phrase: la vertu, voyez-vous, c'est la faculté de jouir.
Mo, Nakajima Atsushi, qu'elle s'appelle. Vas-y. Mo, écoute, tu as fait une fidélité à Anna Daredevil. Je suis un infidèle. Et le jour où j'écris un livre, ça va s'appeler Nous autres les infidèles. Mo, et pour Lydia, il y a des mots. Pour Lydia, Lydia. on a une collègue ici qui s'appelle Lydia. Ah bon? Bon, Lydia. Coïncidence heureuse, monsieur. Coïncidence heureuse, monsieur. Hein? Pour Lydia, collègue à la télé qui présente le bulletin d'information avec beaucoup de talent. Hein? Bravo Lydia. Il y a des mots qu'on n'écrit pas. Mots sur les guéridons amputés. Mots de ménestriel camouflés après le cortail. Rond-point vers sombre dans cette marée sauvage. Une à une, dos à dos, les phrases dans l'alcôve tournent et tombent dans le silence des catacombes et la puanteur des macabées. Si tu savais, la brasière de l'océan mauve sur ta poitrine découverte, prisme de regard sur ma drap de solitude. Je n'aime pas cette fente sur la surface de la terre, vois-tu? Il y a aussi des mots qui sont déjà beaux avec leur propre voix, leur propre rythme, leur mort. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est excellent. Non, hein. Jacquet, c'est un excellent poète. Non, il écrit très bien. Hein. Et sur le plateau, là, délivrez-vous, il nous a un peu ouvert sa cuisine intérieure. C'est quelqu'un qui est tourmenté par une maladie qui s'appelle la phrase. Il prend chaque phrase au sérieux. Aucune phrase n'est là par hasard. Oui, quand on lit Quartier d'oubli. Ouais. Ou la rue Gabar est ta principale maladresse. On sent que toutes les phrases sont présentes dans une mathématique esthétique totale. En tout cas, je vais dire quelque chose que j'aurais peut-être pas dû dire ici. J'étais là quand ce poème a débuté. La rue Gabar est ta principale maladresse. Ouais. Ça s'appelait auparavant Yas, la robe rouge. Je ne vais pas dire qui c'est en fait, mais j'aimais la robe. Ça peut être tout le monde, ça peut être Yasmine, ça peut être Yasmita, ça peut être. Je ne sais plus moi. Ça peut être tout ça. Hein. En fait, je suis venu avec un livre de Schulz. Ouais, je ne savais pas que Schulz écrivait. Oui, Schulz écrivait. Schulz qui est un collègue journaliste et tout, je ne lui supposais pas ce cabinet d'écrivains. Ah ouais, Schulz a écrit en tout cas plusieurs livres en fait. Il a écrit Bouquet d'amour en 2000. Il a écrit Et si mon cœur te chantait, 2001. Il a écrit Des printemps fanés, comme quoi 2005. À l'époque, j'ai 10 ans, 2000-2001. Voilà, il a écrit... Mais si moi j'ai 10 ans, toi tu as quel âge 8 ans en fait. Et en fait, j'étais venu avec ce livre. Ouais, partage un extrait avec nous en effet. Sim et Océan. C'est pour corroborer mon propos sur le côté poétique du livre, Les Prophètes. Parce que en tout cas, Testament des solitudes, le titre est déjà beau. C'est terrible, le Testament des solitudes. Ça a même créé des petits chœurs entre Émilie, par exemple, de Batraville, qui avait dans un poème, qui a repris ce titre. Ouais. Et sur les ondes, il y a eu des petits chœurs. Oui, j'en ai entendu parler, en effet. Un petit duel de titres. Ouais, après, Dominique a changé de titre pour Testament de moi-même. Et Schulz, qui a écrit son livre en 2010, le texte d'Émilie est paru en 2009, qui a eu le prix... Quel prix déjà il avait reçu pour ça? Le prix Carmet de la Caraïbe? Non, prix Association des écrivains de la Caraïbe. Non, l'association des écrivains de langue française en 2009. Et j'ai remarqué dans le poème de Schulz la reprise du titre d'Émilie Prophète. Carrément. Pour toi, j'écris ce poème comme un début ou une fin d'été, annonçant le testament de toutes mes solitudes, comme ton soleil qui veut s'abriter dans l'arc ombrageux de notre existence. L'amour veut régler ses comptes, expédiant toujours sur nos mains éperdus, chagrin, amertume et souffrance. Pourtant, au bout du tunnel, je t'ai laissé mon cœur pour annoncer un printemps ou te tracer un chemin. C'est un texte assez long, mais Schulz, il écrit aussi. Parce qu'en Haïti, on n'a pas fait un travail de repérage sur tous les auteurs qu'on a. On a beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'auteurs haïtiens qui sont timides. Oui, Schulz, par exemple, c'est un timide parce qu'à l'époque où je collaborais avec Schulz, on travaillait pour la même institution.
À aucun moment, il m'a déclaré être poète, Poète. avoir Écrit une des livres, biographie. en Donc Schulz, on te salue et j'espère que ton livre est toujours disponible en librairie. Rappelle le titre quand même, Connery. Sim et Océan. Sim Schulz Laurent et Junior. Océan, Schulz Laurent Junior, qui a collaboré pendant des années au quotidien Le Nouvelliste et qui maintenant est au National ou à l'Union, je sais plus. Encore au national. Encore au Les quotidien, professeurs, Le voilà. National. Et je suis la fille du baobab brûlé, Rodney Saint-Éloi. En tout cas, tu connais. Et je connais très bien, on a fait une émission dessus pour RFI sur ce livre. Non, j'allais dire, tu connais mon amour. Oui, je connais ton amour pour Rodney Saint-Éloi aussi. Mais il y a, je pense que des fois tu as un recueil de poèmes, des fois tu as un poème raté, des fois tu as un poème pour galvauder ta formule, tu as un poème qui est comme un mensonge. Tellement son échec est flagrant. Mais avec Rodney Saint-Éloi, dans Je suis la fille du baobab brûlé, qui est disponible en librairie, qui est disponible à la Pléiade, là comme ça, je tombe à la page 25 sur Elle dépose son visage dans la paume des vagues. Mesdames et messieurs, elle dépose son visage dans la paume des vagues. C'est extraordinaire pour décrire une femme qui met son visage dans la mer. Mais le poète, dans son talent, dans sa haute capacité à transfigurer le réel et à mettre le langage debout, il nous dit, elle dépose son visage dans la paume des vagues. Elle profère un appel au ciel. Une inconnue met un doigt sur sa bouche. Une pensée cosmique saisit l'épaisseur du mot demain sur ses épaules. Le couchant promène une odeur basilique. Elle a une vision fugace pour les mimosas en fleurs. Elle dit aux papillons de la Saint-Jean, le cœur bat pour raffermir le cœur. La nuit meurt pour espérer la nuit à la fenêtre du boulanger. Ne sens-tu pas le pain de ce boulanger quand même? Oui, oui. Je te le laisse, tu avais un poème à partager avec nous. En fait, quand tu lis ce poème comme ça, en fait, je pense à deux choses. Je pense, par exemple, aux papillons. On a lu. Les fameux papillons de la Saint-Jean. On a lu le papillon de Oui, de avec Gérard de Nerval. Ça fait penser à une réplique dans Les Concile de la Saint-Jean de Michel Philippe Lerbourg, où Ah, t'adores aussi ce travail. un personnage dit à un autre, une Saint-Jean sans papillon, sans fleurs, sans hibiscus, est une Saint-Jean de malheur pour une kermesse de Logaou. Ça, c'est excellent. Hein. Vas-y, je te laisse partager ce passage. Rodney Saint-Éloi est ilien au port configuré. Et l'un de ces vers qui m'a le plus marqué, c'est dans le poème Récitatif au pays des ombres. Ouais. Et il te dit, pour le bonheur des îles un jour, il nous faudra nous résigner à foutre la mer dehors. Ouais. C'est paradoxal, Ouais. mais c'est beau. Ouais. En fait, pour le bonheur des îles, il faut foutre la mer dehors. Il n'y a pas d'île sans mer. Et il te dit, pour le bonheur des îles, il faut foutre la mer dehors. On comprend que la mer est synonyme d'enfermement. Et c'est par la mer que passent tous nos malheurs. La mer est les Français, Christophe Colomb, voilà, et les Américains. Ouais, la colonisation française, espagnole, anglaise. Tout et tout. Et la mer, c'est comme un mouroir, c'est un cimetière, en fait. C'est un cimetière. Beaucoup d'Haïtiens ont crevé en voulant, les en prenant les boat people, etc. Donc, quand il dit il faut foutre la mer dehors, et c'est ce que l'autre a appelé explorer les impossibilités du langage. C'est ce que fait la poésie. Hein. Nous sommes envahis. Hein. Vinny, Joséphine Bacon, Alfred de Musset, Jacques Prévert. Parlons-en. Mais c'est le temps qui nous court après. C'est qui cet individu méchant qui a inventé le temps? Donnez-nous la vie pour lire et partager nos passions. Et Jacques Prévert, hein, c'est une esthétique de la simplicité, c'est un pouvoir dans le peu de choses. Justement, Francis Ponge, le parti pris des choses de Jacques Prévert est tellement simple que ça en fait des poèmes de grande réussite, de grande vibration. On me fait des petits signes. Hein.
Tu as ton anthologie de la poésie négro-africaine. J'imagine qu'il y a Césaire à l'intérieur qui gronde. J'imagine qu'il y a Senghor qui gronde. J'imagine qu'il y a Amadou en Patéba qui gronde. Non, ça fait beaucoup de lectures qu'on a eues pour les téléspectateurs aujourd'hui. Et je pense que jamais j'ai présenté autant de livres en même temps. Je pense que c'est bien de vous faire ça. Je pense que c'est bien, quelquefois, de faire dans l'extravagance. Quand on dit nous un poème, on va fermer l'aventure. Grâce, grâce sous mes pieds, la terre est grâce sous mes pieds. Grâce, grâce sous mes pieds, la terre est grâce sous mes pieds. Malheur quand les enfants de la terre mangent la terre parce que la terre refuse de les nourrir. Non que la terre soit marâtre, mais parce qu'elle est maigre, débile, et qu'elle n'a pas la force de pousser ses jumeaux bourgeons, fleurs, fruits et nourriture. Non point infâmes les enfants de la terre, mais parce qu'ils ont regardé aussi loin que peuvent porter leur regard, et ils ont vu que la terre nue, son ventre plissé, stérile, et parce qu'ils ont faim, tout simplement, et parce qu'ils n'ont que la terre à leur portée, des hectares de terre à bouffer, et non point qu'un taux de maïs, des brassées de terre à broyer, et non point épis de riz, des mottes de terre à bouillir, à avaler, à digérer, et non de miel germé, des boules de terre à croquer, à sucer, et non point de berlingots à la menthe, à la cerise, à la fraise, à la foutre, parce qu'à force de manger la terre, ils lui ont pris son fer, ses sels, et parce qu'au bout du compte, ils l'ont trouvée bonne. Nécessairement faute de mieux. Oh, l'épouvantable thérophagie des mâchoires affamées. René Philoctète. Thérophagie. René Philoctète, hein, comment ne pas aimer le poète de Marga, hein, et avec justement cette capacité à explorer les impossibilités du langage. C'est quelqu'un qui te dit, il dit le rose, mon poème, hein, des échancrures de ciel saoulé. Il dit l'été, Piqûres d'abeilles au son des fleurs. il dit de toi des choses Grave. ton rire, Jet d'eau dans le bassin. tout mon poème est de toi. Ma pensée faite chair. Marga de ma Résurrection. fleur poussée de ma poésie. car il est dit dans mon poème, Partout tes yeux, partout ta voix, partout toi-même. toi-même. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous inviter dans cette errance du texte, dans cet amour de la lecture. Ça va vous soigner. La littérature soigne, apaise. La littérature, c'est d'abord et avant tout une activité de bonheur. Merci, Canary. Merci. Merci pour autant de poètes. De rien. Ça m'a remis sur mes classiques et ça m'a fait de très bonnes de piqûres de bonheur. Merci au staff technique de la télé qui nous assiste pour cette véritable colonisation de l'esprit par les livres. Merci à Wendy, merci à Fekier, merci à Alphonse, merci à Barreau, à Gamin, à Émilie, et merci à Emmanuel, et merci à Jimmy qui fait le montage, et qui j'ai oublié, voilà. Et Spencer et Kevin qui font des photos magnifiques pour nous, qui nous permettent d'exister sur les réseaux sociaux, parce que l'émission est disponible sur YouTube. Vous tapez « Délivrez-vous Haïti » et vous tombez sur toutes nos émissions, hein. Merci de cette écoute, de cette attention, et allez-y à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de commencer par une mallette comme Karl-Henri et moi. Vous avez le droit d'avoir votre rythme. Quand vous mangez, mangez-vous la même quantité que votre père, que votre mère ou que votre frère? C'est la même chose avec la lecture. Consommez la quantité qui vous convient, mais consommez quand même. Ne laissez pas mourir votre esprit. Lisez dans le domaine qui vous intéresse. La plomberie, l'architecture, la musique, le cinéma, la mécanique, la comptabilité, les banques, la finance. Tous les domaines qui peuvent vous intéresser ont une littérature. Lisez de temps en temps de la poésie. Ça va vous donner un visa pour la lumière, pour reprendre la fameuse formule de Franck Etienne. Je vous dis, restez dans le bonheur. Je vous laisse avec un vers de Gérard de Nerval. Le Dieu du monde est le plaisir. Allez, respirez. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous. Gardons le bonheur.